Écoutez, s'il m'est arrivé de rêver d'avoir le Victoria Hall pour moi tout seul, j'imaginais pas ça comme ça en fait. Alors, encore une fois, je suis très touché de recevoir ce prix. Il était temps, en fait, que Genève reconnaisse ma contribution, si vous me le permettez. Il était temps parce qu'à l'âge de 10 ans, mesdames et messieurs, j'avais déjà réglé la question des transports dans l'agglomération genevoise. Regardez, j'avais représenté la gare de Genève. Attendez, c'est quand même autre chose que les 4 misérables quais de Cornavin. J'étais petit, mais je voyais grand. Et la multimodalité, je l'avais réglée en une esquisse. Là, vous voyez, c'est une coupe transversale de, comme j'imaginais, les rues de Genève. Donc, on devait avoir en surface, évidemment, les trams, les bus, les vélos. Dessous, les trains. J'avais imaginé le SEVA. Et puis tout en bas, au troisième dessous, les bagnoles. Voilà, Monsieur Apotello, c'est pas sorcier. C'est pas sorcier. Alors après, pour vraiment dessiner des grandes choses et des grandes gares, je suis allé vivre un petit peu à New York. Et puis on revient toujours à Genève. Donc je suis revenu à Genève, c'était en 1998, en mars, pour la création du journal Le Temps, à Genève. Avec le premier dessin en une, et Kofi Annan, pour les 50 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ouais, les droits de l'homme, ça ne s'est pas beaucoup arrangé depuis. En 20 ans, plus de 20 ans maintenant, avec le temps, qu'est-ce qu'on en a vu des choses? Attendez, on a vu 3 papes au Vatican. Ça veut dire que 2 fois, on a vécu ce moment incroyable sur la place Saint-Pierre. L'élection d'un nouveau pape, et puis la petite fumée, et bien sûr l'annonce officielle. Alors, c'est vrai qu'en général, c'est un garçon. On espère qu'un jour, ce sera une dame. On espère qu'un jour, le Vatican fera comme la Confédération suisse quand elle a élu en 1998, je crois, sa première présidente de la Confédération, Ruth Dreyfus. Merci encore infiniment d'être venu ce soir et pour vos paroles. Élection, c'est bientôt l'élection américaine, hein? L'Amérique, elle a bien changé en 20 ans. Cette image que l'Amérique se donnait d'elle-même, cette image de pays bâti sur l'immigration, hein, aux États-Unis, nous sommes tous fils de migrants, et en Suisse, nous sommes tous fils de migrants. En 20 ans, on a vu, je crois, 4 présidents américains. Alors Obama, bien sûr, on aimait bien Obama, c'était un multilatéraliste. Obama, il voulait être ami avec l'Iran. Et puis, on a vécu ce moment assez incroyable, le jour où une caricature est devenue président des États-Unis d'Amérique. Et oui, c'est ça, c'est le temps des hommes forts. Hein. Est-ce que Donald Trump a été aidé par Poutine lors de son élection? Est-ce qu'il a été aidé par les hackers russes? Est-ce qu'on ne le saura jamais? En tout cas, ces deux-là s'aiment bien. Hein. Si vous vous souvenez de leur première rencontre, voilà comment ça s'est passé. Et vous savez quoi? Je n'invente rien. C'est exactement ce que Donald Trump a dit. Il est sorti de cette première rencontre, si vous vous en souvenez, en disant qu'ils étaient tombés d'accord avec Vladimir Poutine pour créer une unité commune de cybersécurité. C'est vrai. C'est le temps des hommes forts et dans le genre, personne ne rivalise avec la famille Kim de Corée du Nord. En 20 ans, j'ai eu la chance de dessiner 2 de ces grands leaders. Il y avait le père Kim Jong-il. Quand il est mort, ça a été un moment super dangereux. Et puis Kim Jong-un, le fils. Alors Kim Jong-un et Donald Trump, ils ont une relation assez étrange. Hein. C'est un petit peu « je t'aime, moi non plus ». C'est un petit peu à celui qui aura le plus gros bouton nucléaire. Bon, Trump, il est bien équipé parce qu'il a 2 boutons. Ah, les réseaux sociaux. Twitter, c'est l'arme secrète. C'est génial, les réseaux sociaux. Avec Facebook, on a plein d'amis. Mark Zuckerberg est notre ami. Et quel ami? Oui, puis en 20 ans, la planète s'est réchauffée. Vous tous, derrière votre écran, nous tous, nous savons hein, quelles sont les causes du changement climatique. Les 2 causes du changement climatique, c'est 1, l'activité humaine, et 2, l'inaction humaine. C'est une
petite planète fragile, une jolie petite planète vue du ciel, et il s'y passe des choses extraordinaires. Il y a de la vie intelligente dans l'arc lémanique. C'est vrai. Et aussi, une autre grande percée technologique, ça a été, une grande percée de la science, ça a été en 1998, l'arrivée du Viagra. Il y a vraiment eu un avant et un après. C'est du joli. On a bien ri en 20 ans. Mais pas que. En janvier 2015, avec le massacre de Charlie Hebdo, on a franchi une ligne dans le sang. On est entré dans un monde où on peut tuer à Paris à cause d'un dessin. On est entré dans un monde où un prof de classe peut se faire assassiner de la manière la plus barbare dans les rues de Paris pour avoir fait un cours sur la liberté d'expression. Le meurtre, c'est la forme la plus extrême de censure. Mais le danger, les dessinateurs de presse qui travaillent dans les pays non démocratiques, pour utiliser un euphémisme, ils connaissent ça depuis longtemps. Regardez ce dessin. Ce dessin peut paraître innocent, et pourtant, dans la Syrie de 2012, en pleine révolution, ce soldat qui se penche pour respirer l'odeur de cette fleur, c'est un dessin éminemment subversif. Mon ami Hani Abbas, qui est là ce soir avec nous. Hani Abbas, lorsqu'il a posté ce dessin, savait qu'il prenait un risque. Et il a dû fuir la Syrie. Il est aujourd'hui réfugié à Genève avec sa famille. Et je sais que son ami et confrère Akran Raslan, qui n'est pas parti assez vite, n'a pas eu sa chance, il est mort sous la torture dans les geôles d'Assad. Même aux États-Unis d'Amérique, des dessinateurs de presse ont perdu leur job parce que leurs employeurs trouvaient leurs dessins trop critiques envers le président américain, comme Rob Rogers du Pittsburgh Post-Gazette, ou comme Michael Dehader, un Canadien, qui lui a été licencié après un dessin qui est devenu viral et qui montrait Donald Trump qui avait l'intention de golfer par-dessus le cadavre de 2 migrants noyés dans le Rio Grande. Et puis en 2019, je crois que vous connaissez l'histoire, j'étais un tout petit peu concerné, le New York Times a carrément renoncé aux dessins de presse, à tous les dessins de presse à cause d'une caricature de mon confrère portugais, Antonio, qui décrivait Netanyahou et Trump. Et cette caricature choisie par le New York Times, publiée par le New York Times, a provoqué un énorme backlash alimenté par les réseaux sociaux. Alors, on aurait dû avoir un débat sur ce dessin que je trouve discutable pour certaines façons de le traiter. Mais ce débat n'a pas eu lieu au New York Times. Face à la tempête, le journal s'est excusé, et puis excusé encore. Puis finalement, ils ont trouvé une solution, la solution la plus facile, pas de dessin, pas de problème. Je crois qu'il faut... À l'époque, j'ai appelé ça de l'autocensure préventive. Je crois qu'il y aurait peut-être un autre mot pour ça. Le principe de précaution appliqué à l'humour. On vit quand même dans une drôle d'époque. On vit dans une époque où on est de plus en plus intimidé par les foules moralisatrices sur les réseaux sociaux. On vit dans une époque où les institutions sont de plus en plus confrontées à cette susceptibilité, une époque de susceptibilité, où de plus en plus les gens sont... Ben voilà, je me perds, là, je suis complètement ému de vous avoir ce soir. On est dans une époque de susceptibilité exacerbée, et c'est une question qui ne concerne pas que la presse, c'est une question qui concerne toutes les institutions, c'est une question qui concerne les gouvernements, les écoles, c'est une question qui concerne les entreprises. Qu'est-ce que vous ferez demain face à de telles tempêtes soulevées par les réseaux sociaux? Est-ce que vous allez appliquer le principe de précaution? Je crois que vraiment, c'est la question centrale à laquelle on doit être tous préparés. L'humour n'est pas quelque chose qui divise
et qui rabaisse, comme on l'entend de plus en plus ces temps. L'humour, c'est au contraire, si on y réfléchit, un des outils du vivre ensemble. L'humour, c'est ce qui permet de nous représenter dans l'absurdité de notre condition humaine, qu'on soit noir, qu'on soit jaune, qu'on soit blanc ou qu'on soit rouge. Simplement, il faut cesser d'être intimidé par les réseaux sociaux. Il ne faut pas avoir peur de la foule en colère. La liberté d'expression n'est pas incompatible avec le dialogue et avec l'écoute de l'autre. La liberté d'expression est incompatible avec l'intolérance. Alors, face aux foules moralisatrices sur les réseaux sociaux, face à la pression politique, face aux extrémistes qui veulent tuer, il faut défendre la liberté d'expression plus que jamais aujourd'hui. La liberté d'expression dans un esprit de dialogue. Et c'est pour ça qu'on a créé il y a 10 ans, en effet, la fondation Cartooning for Peace avec Marie Euzet et Jean Plantu. C'est justement avec la ville de Genève, pour cela que nous avons introduit en 2012 le prix international du dessin de presse, qui est remis tous les 2 ans, des mains de celui qui a été notre président d'honneur jusqu'à son décès, le regretté Kofi Annan. Hani Abbas était le lauréat de ce prix en 2014. Aujourd'hui, à Genève, nous voulons réaffirmer cette mission et la renforcer, et nous voulons poursuivre ce prix, et je vous l'annonce aujourd'hui, sous un nouveau nom, et nous vous donnons rendez-vous, la Freedom Cartoonist Foundation vous donne rendez-vous l'année prochaine, en mai 2021, pour la remise du prochain prix. Et là, normalement, on aurait eu un tonnerre d'applaudissements dans un Victoria Hall bondé, je sais, on n'est pas aidé. Déjà que la régie a refusé, n'a pas voulu mettre des rires entre mes dessins, ils ont dit que ça ne le faisait pas. Alors que les footballeurs, quand ils jouent devant un stade vide, ils ont droit à des ovations enregistrées, ils ont droit à... Oui. Ouais, drôle d'époque, hein. À cause de ce fichu truc-là, à cause de ce machin qui jette son ombre sur la Terre, qui éclipse tout, le Covid, qui est partout, même à la Maison-Blanche. Quoique Trump, il s'en est bien tiré et rapidement, parce que le virus n'arrive pas à survivre dans un milieu aussi toxique. Alors on est dans la deuxième vague, est-ce qu'on va reconfiner? Est-ce qu'on va repartir comme avant? En mars, là, c'était pénible, le confinement. Pas pour tout le monde, ça c'est un dessin que je dédie à mon fils Samy qui est là. Bon, on peut encore pour l'instant continuer à sortir, on peut encore aller au restaurant, on peut encore se faire des petits tête-à-tête au restaurant, ou bien. Mais c'est pas comme avant, ça n'a pas le même goût. Si je vous dis gel hydroalcoolique, vous pensez à qui? Professeur Pittet, le professeur Pittet. Tout ça, c'est de la faute de Didier Pittet, mesdames et messieurs. C'est depuis ce jour, le 7 mars dernier, lorsque j'ai reçu un coup de fil dans mon refuge à la montagne, et à l'autre bout du fil, c'était le professeur Pittet. Alors, ce coup de fil a été le point de départ de beaucoup de choses. Il m'a gâché le week-end et il m'a gâché les 6 mois qui ont suivi. Surtout, ce coup de fil a été le point de départ d'une bande dessinée que j'ai le plaisir et l'honneur d'annoncer officiellement aujourd'hui. C'est la sortie aujourd'hui. Et un des héros de cette bande dessinée est le professeur Pittet. Alors, professeur Pittet, je vous demande de sortir de cette case et de nous rejoindre.